Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, 20 décembre, bientôt Noël. Et je vous rappelle qu'on peut jouer sur Sud Radio. Il y a un grand jeu, un grand sapin. Bonjour Gilles, vous voulez jouer avec nous? Bonjour, oui, je suis prêt, j'ai pris mon portable. Vous savez je peux appeler les 0825 300 non, 826 300 300. Voilà. Et on va lancer le jeu dans quelques instants. Notre invité tout à l'heure, je vous laisse présenter. Alors nous avons Thierry Saïd, qui est le producteur de Prodige. Avec une histoire incroyable. C'est les 10 ans de Prodige. Alors, imaginez, vous allez voir France Télévisions, vous leur dites, on va avoir des gens qui vont faire de la danse classique, qui vont jouer du trombone et qui vont chanter des chansons lyriques. Je peux vous dire que France Télévisions se dit pas qu'ils vont faire la meilleure audience. Non. Et la première a été un carton. On va raconter toute cette saga incroyable. Absolument. Et puis après, on va parler de Taratata. Pour la première fois, il y a un documentaire sur les coulisses de Taratata. C'est formidable. C'est vraiment, il y a des images, on voit les artistes qui parlent, qui répètent, et puis l'événement qui est. Ça a été un tel carton, le live. Le live est génial. Des 30 ans. On va en reparler dans un instant. On va jouer si vous le voulez bien. Il y a le grand sapin sur Noël pour aujourd'hui. Vous le faites très bien, hein. Vous le faites drôlement bien. C'est moi qui ai fait le jingle. C'est vrai ? Oui. Alors, vous pouvez gagner des tas de cadeaux. Un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues. Il y a un bon cadeau de 75 € chez cadeau.com. Il y a des enceintes connectées. Il y a plein de choses. 0826 300 300. Gilles, nous prendrons le 17e appel. 17e appel à vos téléphones et bonne chance. On se retrouve dans un instant pour le gagnant. Mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. C'est donc l'annonce politique du jour après la crise que vient de vivre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il va prendre la parole ce soir dans C'est à vous et va donc se confronter à la pointilleuse et l'intervieweuse sans concession Anne-Elisabeth Lemoine. Quelle chance, même si évidemment c'est plutôt Patrick Cohen qui va faire l'interview. Mais je sais qu'elle voudra poser une question parce qu'elle est forte sur les questions. Elle avait beaucoup impressionné Vincent Cassel, vous allez voir, formidable. Parce que les 2 films ont été tournés dans la foulée. En quelque sorte, 150 jours d'affilée, tout le temps pour bien apprendre à vous connaître. Cette phrase n'est pas française. Après, on vous a suivi. Hein. Puis les gens ont l'habitude aujourd'hui. C'est vrai. Vous êtes mais bizarrement, moi, je suis complètement dans l'air du temps. Et cette complicité qui transparaît dans le sketch. Oh là là, je ne sais même plus ce que je dois dire. J'ai l'impression d'être Florence Foresti. Quel sketch. C'est monté après tout ça ou c'est vraiment du direct? Non. On met des sous-titres. C'était un petit tacle rigolo, vous connaissez mes sarcasmes, Valérie. Mais c'est quand même surprenant qu'il ait eu dans une émission de divertissement. Stéphane nous dit, notre auditeur fidèle dit, c'est à vous, c'est pas on se fout de nous. Je trouve ça très bien vu, je trouve ça assez étonnant, effectivement. Surtout vu ce qui s'est passé. Le contexte politique d'aller dans une émission de divertissement, infotainment, on va dire. Donc, il y a des cadres importants quand même quand on est président. C'est quand même très étonnant, on en reparlera nous tout à l'heure. Alors justement Valérie, c'est ça, on est connectés tous les deux, c'est comme ça. Vous parliez des cadeaux, de tout ce qu'on pouvait faire pour Noël, et c'est ce que j'ai fait dans mon zapping. On est à 4 jours donc du réveillon, vous le disiez tout à l'heure, et c'est le moment de faire les dernières courses. Alors pour beaucoup, ils vont sur les marchés de Noël, alors ça c'est devenu très tendance, très mode cette année, et évidemment, on aime acheter français. Direction Strasbourg. À peine arrivés, les visiteurs sont immédiatement captivés. Sur la place de la cathédrale, les chalets sont cette année encore présents. La magie opère déjà. De jour comme de nuit, Strasbourg et son célèbre marché de Noël font toujours autant d'effets. Les produits made in France y sont particulièrement plébiscités. C'est très important pour nous d'acheter traditionnel et de l'artisanat alsacien. Continuer à le faire vivre. On vient principalement pour regarder, mais si on hésite pour acheter, tant qu'à faire, autant que ce soit made in France ou made in Alsace. L'année dernière, près de 3 millions de visiteurs ont parcouru les allées du célèbre marché de Noël strasbourgeois, avec son odeur de pain d'épices et les tintillements des cloches. J'ai
bien les ding, grelots. ding, ding, ding. Et est-ce que vous avez déjà été au marché de Noël de Strasbourg? Absolument Jamais. pas. Il y a eu un reportage sur Capital qui a bien marché, qui m'a donné très envie d'y aller moi aussi. chaque Faut qu'on y année, aille mais- ensemble. bah oui, mais, on se mange une voilà. petite flamencuche. Eh ben voilà. Allez, on y va. Un autre idée cadeau original, c'est la thématique de mon zapping. Et si vous offriez un macaron personnalisé? C'est un service que propose Pierre Hermé. Il l'a détaillé dans Click. Si vous venez me voir demain, je vais vous créer votre macaron en fonction d'une discussion qu'on aura tous les deux. Je vais vous créer votre goût. Et j'ai un client qui un jour voulait un macaron au cigare. Et là, du coup, j'ai réfléchi et je lui ai proposé plusieurs accords avec du pur malt, avec du café, avec du caramel, avec du chocolat. Et ce client a choisi deux parfums parmi mes propositions. Ça marche avec du salé? Alors, j'ai créé un macaron eau de noix et caviar, foie gras et figues églantines, petits pois et menthe, asperges et huile de noisette. Ah, ça, vous l'écouteriez des heures. Hein. J'ai vu ça dans votre regard. On l'invitera, il doit faire des médias, on va bien trouver un petit... Oui, puis comme ça on aura des petits macarons. Vous aimeriez quoi vous demanderiez quoi comme parfum? Moi je suis très classique sur les macarons. Moi je serais très pastèque ananas. Ah non. Et noix de coco, non? Noix de coco aussi, j'aime bien la noix de coco, mais j'aime bien la pastèque. Donc voilà. Alors, Valérie, vous n'étiez pas là quand j'ai présenté Cyril Schreiner. On va rester du côté de l'Alsace, qui sur TikTok et Instagram achète les produits un peu les plus tendances pour les faire découvrir. Alors avec Christine, j'avais passé un extrait où il avait acheté plusieurs calendriers de l'Avent de saucissons, puisqu'il y a des calendriers de l'Avent de saucissons, ça avait bien fait rire Christine. Et là, notre Alsacien, donc, que vous allez découvrir, alors il a cassé sa tirelire, il a acheté, et c'est pour ça que c'est dans mathématiques, toutes les bûches de Cédric Grolet. Et il était content. J'ai acheté toutes les bûches de Noël de Cédric Grolet. J'ai acheté plus de 600 balles de Cédric Grolet. Les détails sont incroyables. Chaque bûche m'a coûté à peu près 95 €. 95. Le petit bonbon qui est aussi incroyable. C'est du chocolat noir au-dessus. Allez, là, on a le petit bonbon. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien, lui aussi. Aussi 90 €. La troisième bûche, c'est la bûche qui a fait polémique de partout. Et c'est le bonhomme de neige. Bien sûr, même le bonhomme de neige, je crois qu'il est à plus de 90 €. C'est vrai qu'il a fait polémique de partout parce que c'est vrai que l'apparence, vous aimez pas. Mais moi, je l'aime trop, cette apparence. Là, c'est un personnage avec l'accent. Et donc, il en a acheté pour 600 € de bûche. C'est vrai que la bûche bonhomme de neige, ça a fait ricaner. Hein. Ça ressemble pas à grand-chose. Mais vous irez pas chercher la bûche de Cédric Grolet pas du tout. Vous allez faire quoi samedi, dimanche? Je vous en pose des questions. Non, c'est bûche. Non, vous êtes panettone, c'est ça? Non, panettone, je le prends au petit déjeuner. Et non, j'aime pas trop les bûches, moi, en fait. Je trouve pas ça très bon. Ah bon? Pas ça très ni bon. Bûche glacée, ni rouleau, ni bûche en rouleau, rien du tout. Je préfère le Saint-Honoré. Ah bon, c'est autre chose. Ou les macarons pour repasser des messages. Et puis, j'aime pas les trucs revisités. Moi, quand on rajoute du yuzu, du machin et du truc, ça me gonfle. J'aime bien les vrais gâteaux, gâteaux traditionnels, pas revisités. Voilà. Et pour finir, c'était la demi-finale d'Incroyable Talent hier soir, alors qui a bien marché. Hein. Je suis un peu triste parce que notre ami de l'affaire Jeanne d'Arc, c'est pas terrible. Il est arrivé 4e. En première, Alex Hugo. Hein, ça marche toujours. Alex Hugo, c'était des épisodes inédits. La France, un incroyable talent. En 2e, qui talonne vraiment. Hein. Ça se joue à 600 000. Quoi. Mais et ensuite, Harry Potter sur TF1 et l'affaire Jeanne d'Arc. Il avait une très grosse concurrence, hein, il faut dire. Et c'est vrai que, mais franchement, regardez-le en replay parce qu'avec vos enfants, c'est vraiment formidable. Et donc, l'affaire Jeanne d'Arc. Et donc, il y a 3 infirmières qui sont en train de faire le buzz. Ah, vous les avez vues? Ah bah alors, vous m'étonnez dans Incroyable Talent. Eh bien, ils ont repris Johnny Hallyday pour Vivre pour le meilleur. Et elles vont en finale. Écoutez, c'était hier soir dans Incroyable Talent. Johnny Hallyday is always a good idea. Exactement. Et pensez aux infirmières qui, dimanche soir, vont avoir beaucoup de travail. Absolument. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec Thierry Saïd pour parler de Prodige. Et un auditeur me dit, est-ce que ce sont les 2 dernières émissions de qualité sur le service public, Prodige et Taratata? On a fait le combo aujourd'hui. Exactement. Voilà. Merci à l'auditeur. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thierry Saïd. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais quand on va vous parler de lui, vous allez comprendre que c'est quelqu'un de très important et de très intéressant. Bonjour, vous êtes producteur et le créateur de l'émission Prodige. Vous êtes également le manager depuis combien, 14 ans de Matt Pokora? Ah non, 20 ans. 14 ans, je serais beaucoup plus jeune. J'aurais adoré. Non, 20 ans. Matt Pokora et Jennifer également. Depuis de nombreuses années aussi. Voilà, donc très grand producteur. Si, Gilles m'a fait tout le. Oui, et puis vous bio, êtes associé avec un grand leader de la production en France qui est Media One pour la recherche de talents. Exactement. Ils ont une filiale musique et c'est ça aussi dont on pourra parler. Comment révéler des talents en France. Donc demain soir, Prodige, les 10 ans sur France 2. Donc on va retrouver évidemment Faustine Bollaert aux commandes. Et c'est un sacré pari. En tout cas, l'émission de demain est absolument magnifique. C'est féerique. C'est vraiment, on est dans l'esprit de Noël. Très belle saison, vraiment. Ouais. Et donc, racontez-nous un petit peu, parce que c'est votre idée. C'est votre idée, et vous avez été, vous avez même produit tout seul en disant voilà, je le fais parce que j'y crois. Oui, alors j'ai pas travaillé tout seul. Je travaille aussi avec Michel Elie, qui est mon associé et ami depuis de nombreuses années, et qui lui est premier prix de conservatoire. Moi, j'ai pas une culture de musique classique, mais j'ai toujours. Moi, j'adore la musique, j'adore partager. Je trouve que les valeurs de la musique sont incroyables. J'étais toujours surpris de voir un petit peu ces limites qui sont mises entre ces mondes, le jazz, la musique classique, la variété, la pop, etc. On sent que c'est toujours, il y a des clivages quelque part et des mondes qui se mélangent pas. Et alors qu'en regardant ce que faisaient des Moran, Gainsbourg, etc., qui prenaient beaucoup de musique classique pour faire de vraies chansons en mettant des paroles, finalement c'est une musique qui est très accessible, mais en même temps qui fait très peur. Et je trouvais intéressant, en tout cas, c'était un peu la grande folie enfin comme maintenant, un peu des talents de Quest, ou en tout cas des Starac, des The Voice, des pop stars, nouvelles stars, etc. C'est toujours dans le même style de musique. Voilà, on était vraiment dans la pop, et en même temps, il y a des gamins sur la musique et la musique classique qui demandent vraiment, vraiment un engagement très, très fort des gamins. Et je trouvais ça intéressant de s'ouvrir un petit peu au grand public, parce que la musique classique, ça reste quand même la base de toutes les musiques. La pop vient de ça, les Beatles s'en sont beaucoup inspirés, les Queen n'en parlons pas, etc. Et je trouvais intéressant d'essayer de rendre cette musique beaucoup plus accessible et moins clivante. C'était un peu l'objectif. Toujours dans un côté entertainment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un spectacle. Oui, c'est démocratiser et pas se prendre la tête. C'est pas avoir une soliste toute seule dans une pièce noire avec un fond noir. Il y a aussi la fascination de voir ces enfants qui sont de véritables prodiges. Oui, et alors, il y a un point, enfin, j'en parle parce que c'est important. Au tout début de Prodige, on a eu beaucoup de mal. Alors, pardon, je dévie un peu, mais c'est vrai que au début de Prodige, on a eu beaucoup de mal à avoir des gamins. Les premiers castings, c'était très difficile. Pourquoi ? Parce que le monde de la musique classique, quand vous dites on va prendre une œuvre qui fait 12 minutes, on va la couper en 3 minutes parce que pour la télé on peut pas faire autrement, c'est un sacrilège que je peux comprendre pour les puristes. Incroyable. Et incroyable. Donc au départ, les gens du classique venaient pas. C'était qu'est-ce qu'ils vont faire de la musique classique, c'est sagouin de la télé. C'est exactement ça. Et ça a été, les 2-3 premières années étaient assez compliquées parce qu'il y avait vraiment cette séparation entre le monde du classique. C'est pas notre monde, quoi. Voilà, qui ne reconnaissait pas du tout Prodige comme étant une émission qui mettait en avant la musique classique pour le grand public. Parce que le Lac des Cygnes en 3 minutes 30 pour une danseuse, c'est un crime pour elle, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on peut absolument comprendre. Mais en même temps, quand vous regardez la publicité à la télé, la musique classique est présente dans tous les spots. Bien sûr. Et que ce soit les assurances ou je ne sais quoi, il y en a plein. Et tout le monde connaît ces œuvres finalement sans savoir qui les interprète, quand elles ont été créées et tout. Donc voilà, les 2-3 premières années, ça a été difficile. Et là, c'est extraordinaire parce que 10 ans après, sur les castings, là maintenant, on a vraiment des écoles de musique classique. On a enfin, tout le monde veut faire l'émission parce qu'en reconnaissant que on n'a rien abîmé du tout, qu'on a beaucoup de respect pour la musique classique. Une mise en valeur complètement, à la fois des artistes et des morceaux interprétés. Et du travail surtout, parce que je le répète, mais ces gosses sont extraordinaires. Extraordinaires. Mais il y a justement la différence avec The Voice ou autre. Est-ce qu'on n'avait pas peur de mettre des singes savants à l'antenne ? Parce que forcément, à la différence de The Voice, quand vous faites des pointes, quand vous faites de la danse, c'est vraiment une discipline. Quand vous apprenez le solfège, quand vous avez à peine 8 ans et que vous savez jouer de la clarinette ou autre, c'est pas la même chose que de venir chanter une chanson de M. Pokora, pour pas le nommer, dans The Voice. Alors c'est très très vrai, mais ça l'est de moins en moins.
Ça l'était au départ. Et au départ, c'est vrai qu'on avait une typologie de gamins qui étaient sensiblement les mêmes à chaque fois, avec un profil assez type de gens qui bossaient beaucoup, assez plutôt enfermés dans une bulle, etc. Et ça l'est de moins en moins. C'est des choses qu'on montre aussi en télé pour dire justement, regardez... Ils peuvent être rock'n'roll. Ils sont rock'n'roll. Combien de fois on a eu des danseuses qui adorent l'urbain et qui vont faire des danses hip-hop en même temps. Ils jouent aussi à la console de jeu, ils font du foot. Donc ils ont des vies tout à fait normales, ce que nous, on a aussi montré, parce que c'est vrai que le classique fait peur. Ça paraît peur, oui, sur la rigueur, sur la ça discipline. Ça paraît très élitiste, évidemment. C'est une rigueur, il faut le dire, et on le voit avec le travail évidemment pour arriver à ce niveau-là, mais il y a une forme aussi on voit de plaisir quand c'est jeune. Il y a du plaisir et surtout il y a une passion décuplée qui, à mon avis, existe moins dans la pop ou dans la variété, où c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde chante très bien. On voit bien que toutes les émissions comme les Starac, les The Voice, etc., les gamins arrivent, ils sont déjà à un très haut niveau. Moi qui connais bien Jennifer ou Matt Pokora, on en parlait à leur début quand ils sont arrivés, ils étaient assez gauches, ça chantait pas très bien, c'était un peu... Voilà, c'était très amateur quelque part. Aujourd'hui, ils sont tous très professionnels. Mais dans un segment qui est un petit peu souvent le même quelque part, parce que voilà, il y a peut-être un peu moins de personnalité. Dans le classique, il y a une vraie passion, parce qu'on peut pas faire du classique à moitié. Mais ça reste des gosses complètement normaux et tout va bien. Est-ce qu'il y a eu des vocations ? Il y a eu des vocations. Je prends les sœurs Berthollet aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit que les deux sœurs arrivent à dépasser les 100 000 albums... Non, quand je dis des vocations, c'est-à-dire que l'émission a suscité... Alors, je me souviens que quand on a reçu Faustine Bollard, elle nous a raconté que son fils était devenu complètement accro d'une danse de hip-hop et qu'il s'était mis au hip-hop suite à ça. Oui. Donc, est-ce que vous avez eu des retours de parents ou de jeunes qui vous ont dit suite à l'émission, j'ai eu envie de me mettre au violon ou... Je pense que la vérité, encore une fois, ce sont les castings. C'est-à-dire de voir qu'on a de plus en plus de monde et de plein d'univers différents. Ça prouve qu'on a suscité des vocations et que les jeunes maintenant vont sur le classique, la danse classique, même pour les garçons, parce que c'était moins évident pour un garçon de faire de la danse classique peut-être que pour une fille. Nous, on en a plein. Donc c'est génial, ça s'est démocratisé totalement. Donc oui, les vocations, moi je pense qu'on les ressent par rapport au casting et le nombre de gamins qui veulent faire l'émission. Donc c'est ça les vocations, c'est là-dessus qu'on le voit. Et d'autant qu'on a de plus en plus d'écoles qui nous appellent en nous disant... Voilà, on a des ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Vraiment, c'est assez récent. C'est un boulot formidable que vous avez réussi à faire en quelques temps. Revenons à la première d'il y a 10 ans. Évidemment, tout le métier disait la musique, ils vont se prendre un mur. Surtout la danse. Surtout sur la danse. Ça va être France 2. Ils sont complètement à la plaque, à côté de la plaque. Ouais. Et alors, l'audience a été juste extraordinaire. Complètement. Et ça, vous y attendez pas non plus? Non, on s'attendait à rien. 4 millions, c'est ça, la première? Peut-être 3,5 millions, oui, je pense qu'on était dans les 3,5 millions. Je me souviens pas exactement des chiffres. Sur de la musique classique, un samedi soir avec de la danse classique. C'était surtout ce qui était très très important. C'était chez France Télé, ils ont l'habitude de faire des sondages, des études qualitatives, et je crois que depuis 10 ans, on arrive toujours numéro 1. C'était ça surtout qui était pour nous extrêmement important, au-delà de l'audience. L'audience, c'était la vérité du moment. À 9h05, les audiences tombent. Donc ça, c'était une grande fête. Mais ça a été surtout le fait que les gens reconnaissent une émission un peu novatrice, qui ramenait de l'air et surtout bienveillante. Et j'insiste sur ce point-là, parce que ça fait du bien. Je pense que ce sont des émissions qui font du bien à regarder. Voilà. On va écouter peut-être la bande-annonce pour nous donner une idée de l'univers dans lequel on va être plongé demain, puis vous allez nous parler de cette émission spéciale pour les 10 ans. Ouais. Jeudi soir, Prodige fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire Prodige. Pour la première demi-finale, l'émotion est à son comble. Plus de 100 musiciens dirigés par la fidèle Zaya Ziwani. Prodige saison 10. Il y a tout à coup un velouté dans le son. Oh, tu es émue, ma poupée. Je suis fan totale. Son travail est d'une honnêteté incroyable. Il y a rarement le trac. Qui accédera à la grande finale? Prodige, 10 ans. Les demi-finales commencent jeudi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Voilà, et donc on va retrouver évidemment le jury avec Marie-Claude Pietragala, Gauthier Capuçon. Il y aura d'ailleurs un doc qui lui est consacré, Un été en France, Gauthier Capuçon, coulisses d'une tournée, et puis Julie Fuchs, formidable soprano, 3 victoires de la musique. Moi j'adore, franchement c'est une interprète extraordinaire. Nous sommes gâtés, même avec Faustine. Et Faustine, voilà, je voulais lui rendre hommage. Pas pareil, Faustine. Non, mais je voulais lui rendre hommage parce qu'elle arrive à mettre elle a une forme d'empathie et de simplicité avec les enfants. Pour les enfants. Absolument, qui fait que ça, c'est une mayonnaise qui prend parce qu'elle sait leur parler et elle sait les mettre en valeur. On peut faire un clin d'œil quand même à la première présentatrice de Prodige qui était Marianne James. Oui, qui a amené un vrai piquant aussi dans l'émission, qui a beaucoup aidé. Oui, je pense que sur son nom, les gens sont venus voir aussi, ont eu cette curiosité. Et qui a aidé à casser les codes de la musique classique en prime time quelque part, parce que son côté un peu second degré, elle l'avait déjà intrinsèquement, elle avait cette image de cantatrice qui casse les codes et tout. Donc non, je pense qu'elle nous a beaucoup aidé. Ça a été vraiment une super présentatrice aussi, et les enfants l'adoraient. Et donc qu'est-ce qu'on va voir demain soir alors? Il y a les candidats des saisons précédentes qui vont venir. Oui, pour toujours. Alors ans, je vais pas dévoiler grand chose parce que sinon ça sert à rien. La seule chose que je puisse vous dire, mais vraiment, c'est que l'émission est sublimissime. Alors évidemment, vous allez dire, il va pas dire le contraire. Non, je pense qu'au niveau du casting, d'année en année, c'est de plus en plus surprenant. La qualité est incroyable. Et on a été vraiment bluffés cette année, avec des petits bouts de chou qui sont extraordinaires. Ouais. Ça commence à quel âge? De quel âge à quel âge, les candidats? On a du 5 ans jusqu'à 17 ans. Ouais. 5 ans? Ouais, 5-6 ans. Ouais. Et ils ont conscience de ce qu'est la télé, de ce que ça représente, ou pas du tout à 5-6 ans? Oui, je pense qu'ils ont conscience, mais encore une fois, le classique n'est pas la pop. C'est pas la même chose. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de poster sur les réseaux sociaux, d'avoir de rechercher des likes, des commentaires, etc. C'est quelque chose qui se vit quand même un peu plus de manière plus intime, je crois, en tout cas sur la musique classique. Donc, c'est pas la même appréhension, mais évidemment qu'ils connaissent parfaitement. Est-ce que ça s'est ouvert au milieu modeste? C'est vrai qu'on a plutôt l'image que c'est plutôt des gens qui ont de l'argent, qui peuvent payer des cours de piano, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en banlieue, on fait de la musique classique ou de la danse classique? Oui, complètement. En tout cas, je pense que la diversité est bien représentée chez nous. Zaya, notre fameuse chef d'orchestre, en est vraiment l'incarnation. Exactement, et qui est extraordinaire. Et non, on n'a plus ce clivage qu'on avait peut-être un petit peu au début. Encore une fois, c'est ce que je disais au départ. Il y avait cette espèce de comment dire, de deux mondes qui ne cohabitaient pas. Là, plus du tout. On voit qu'on est sur des gens lambda. Il y a de tout, des gens modestes, des gens qui ont peut-être plus de moyens, etc. Mais il y a plus de je pense qu'on a un peu gommé cette image et puis il y a beaucoup d'initiatives aussi dans les quartiers à travers la musique. Je pense à Malika Bellaribi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est la cantatrice des quartiers, qui est une cantatrice et qui, moi je l'ai vue à l'œuvre, va et fait chanter des mères et des enfants et elle amène la musique classique. Et c'est vrai que c'est un lien formidable. Zaya fait beaucoup ça d'ailleurs aussi. Et écoutez, on va vous retrouver demain soir. Enfin pas vous serez derrière. Non, et puis c'est mieux pour les téléspectateurs. Vous jouez d'un instrument? J'étais batteur, plus jeune, mais quand j'ai arrêté, j'ai pas du tout manqué à la musique. Je vous assure, j'ai pas eu de problème. C'est pour ça, il vaut mieux que vous occupiez des autres. Thierry Saïd, merci d'avoir été avec nous. Prodige demain soir, les 10 ans sur France 2 à 21h10. Et puis Un été en France, Gauthier Capuçon, les coulisses d'une tournée. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Jean-Baptiste Bussière. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le réalisateur de ce document qu'on pourra voir vendredi soir à 22h45 sur France 2. La fête continue pour Taratata. Taratata qui a fêté ses 30 ans avec une émission exceptionnelle. Moi, j'étais scotché et je conseille à tout le monde d'aller la voir en replay. Taratata. Et elle cartonne en replay. Et elle cartonne en replay? Ah ouais. Tout le monde vient piocher son extrait favori, il y a des coulisses qui ont été mises en ligne. Donc tout est accessible. On peut noter que ça a fait 14 millions de vues pour le moment. En tout cas, c'est ce que sur le communiqué de presse. Et ils ont récolté, vous savez qu'il y avait un appel aux dons et que ceux qui ont assisté au concert, c'était pour la Ligue pour le FM, pour lutter contre le cancer. Ils ont récolté 1,4 million d'euros.
Donc ça cartonne bien Taratata. Ça cartonne bien Taratata et donc la fête continue, je le disais, avec ce document, les coulisses de Taratata. Vous avez réalisé ce document qui est assez jubilatoire parce qu'on voit effectivement comment se monte l'émission. Il y a beaucoup de témoignages. Comment on fait pour réaliser un document comme celui-là, parce qu'il y a des images d'archives, on voit Nagui très jeune, 30 ans évidemment. Comment vous avez procédé ? Écoute, déjà, on remercie d'avoir un diffuseur qui nous permet de faire un documentaire de 2h27, ce qui ira en télé aujourd'hui, et un producteur qui nous permet effectivement de travailler comme ça. Oui, ça a été très compliqué parce que presque trop d'images, trop de sources. Oui. C'est-à-dire que on a eu accès, en fait, depuis 30 ans, sont filmées toutes les coulisses des enregistrements des émissions. Il y a toutes les émissions, il y a tous les lives, il y a eu des inédits, il y a les interviews. Donc on a toute cette matière-là, et évidemment, pour se compliquer la vie, puisqu'on avait envie de faire autre chose qu'un best-of. Dans le documentaire, il y aura les jukebox, il y aura tous les tubes qui sont passés dans Taratata, les duos incroyables, les découvertes, les premiers jusqu'au dernier. Il y a tout ça, mais on a voulu raconter une histoire, parce que moi, en fait, en me penchant vraiment sur le sujet, c'est une histoire de médias, c'est une histoire humaine, ça raconte l'époque, il y a des générations qui ont évolué avec cette émission, donc on a voulu vraiment raconter une histoire. Et puis c'est une histoire technique aussi, hein. Oui. C'est une histoire technique, oui, parce que Taratata, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire que pour la création de Taratata, il a fallu expliquer que ce serait un programme un peu différent, que l'image ne serait pas comme dans les autres émissions. Donc ils se sont retrouvés au début un peu à devoir à chaque fois expliquer pourquoi ils filmaient comme ça, pourquoi le son serait comme ça. On raconte même que sur les premières émissions, ils envoyaient aux diffuseurs des lettres expliquant non, on vous promet, c'est pas une faute technique, on l'a réalisé comme ça, on l'a passé en noir et blanc parce que on estimait que esthétiquement ça correspondait à ce qu'on voulait mettre. Donc c'est ça, c'est-à-dire que il y avait une volonté dans cette émission de mettre en avant la musique live. Les musiciens en avaient besoin, il n'y avait plus du tout d'émission comme ça quand ça s'est lancé en 93. C'était un vrai pari, et donc il a fallu expliquer, il a fallu, et des fois il y a eu des erreurs, il y a eu des allers-retours, etc. Mais oui, c'était une aventure médiatique, technique et humaine. Oui, technique, et parce que on rappelle au début du documentaire, on pense à Guy Lux et à ses émissions de variété. Bon, c'était un petit peu avant aussi, mais sur le son et sur le fait de jouer en live qui a vraiment changé. Et ce que raconte Nagui, ce que vous racontez dans le document, c'est que ce sont des techniciens qui sont des spécialistes de concert. C'est-à-dire, il dit, j'ai rien contre les musiciens, les ingénieurs du son d'émissions de télé, mais là, on voulait vraiment qu'il y ait un son particulier. Exactement. Et c'est en fait, c'est là que l'idée paraît toute simple finalement quand on la résume comme ça, mais elle était géniale à l'époque. C'est-à-dire de prendre les meilleurs des techniciens télé et de prendre les meilleurs des techniciens de musique pour faire une émission de musique. Et ce qui fait qu'il y a une personne qui est centrale dans cette aventure et qui est centrale jusqu'au bout quand vous verrez quand on voit le documentaire, parce qu'elle nous a quittés, c'est Patrice Kramer, qui était l'ingénieur du son depuis le début de l'émission, et qui est encore au cœur de l'émission, qui est toujours au générique, qui est cité par Nagui comme s'il vivait encore, comme étant quelqu'un de présent. Et c'est ce son Taratata qui fait, les musiciens en parlent aussi, puisqu'on a eu des dizaines de musiciens qui ont accepté de revenir sur leurs souvenirs de l'émission, que ce soit Bernard Lavilliers. Lavilliers, qui était le parrain, c'est très... Tous vous disent une chose, c'est-à-dire qu'on est libre à Taratata parce qu'aussi on sait qu'on a un son et qu'on est musicien, c'est la base. Et puis Nagui, qu'on avait reçu pour être entendre, nous expliquait qu'au départ c'était compliqué d'avoir des invités parce que les chanteurs français sont pas habitués à chanter en direct. Donc c'est un risque pour eux parce que pour certains on entendait pour la première fois leur voix en live, en direct. Les concerts c'était pas aussi populaire que maintenant puisque on fait des concerts parce qu'on vend plus de disques, donc tout le monde est en concert, mais c'était des gens qui savaient. Nagui nous avait dit, les gens de la Starac avaient plus l'habitude de chanter en direct que Patrick Bruel. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça aussi, ça a été une révolution des chanteurs français qui chantent en live? Tout
à fait. C'est-à-dire que quand on entend les musiciens d'aujourd'hui, effectivement, à l'inverse, c'est cette plus-value-là qui fait qu'ils ont envie d'y aller. Mais effectivement, au début, en fait, c'est ce que nous racontait un peu Bernard Lavilliers. C'est-à-dire que les gens ont été mal habitués parce qu'effectivement, c'était des émissions avant, des émissions de divertissement, les émissions musicales étaient des émissions, en fait, surtout faites pour le show, où il y avait les Maritiers Gilbert Carpentier, on voyait vraiment. Mais c'était avec ce qu'on appelle un PBO, un playback orchestre. Donc ils jouaient, ils s'amusaient à chanter dessus, mais il n'y avait pas tout ça. Là, tout d'un coup, à Taratata, c'était on vous laisse le plateau, on met tous les câbles, on branche tout. S'il y a besoin d'avoir 12 musiciens, des cordes, des cuivres, des percus, etc., il y aura tout ça. Ouais. Donc à la fois, c'était un pari super excitant, mais les musiciens qui peut-être depuis quelque temps n'avaient plus cette habitude-là du live, et ben se sont retrouvés un peu frileux. Un peu frileux. Donc, et déroutés, oui. Et dérouté finalement partant de liberté, c'est ça qui est incroyable. Oui, parce qu'une fois, les musiciens, une fois qu'ils ont goûté à cette émission-là, en revanche, ils ont du mal à en faire d'autres. Ce qui est formidable, c'est aussi tous les témoignages de chanteurs qui racontent leur expérience et on voit la sincérité dans leurs propos. Et je ne sais pas, je crois que c'est Pascal Obispo qui dit c'est la récré des musiciens. C'est une récré pour nous d'aller à Taratata. C'est-à-dire que c'est aussi ce que raconte Nagui dans votre doc, c'est-à-dire quand il y a un piano, des musiciens, on se retrouve, on fait un bœuf et c'est un peu l'idée de départ qu'il a eu. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un terrain de jeu, en fait. Ce qu'il a voulu leur créer, ce qu'il a voulu créer, Nagui, pour ses musiciens, Nagui avec Savant, c'est vraiment, en fait, un terrain de jeu. Mais comme on sait que pour tout, en fait, pour qu'il y ait énormément de liberté, il faut qu'il y ait un bon cadre. Ouais. Donc, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'ils ont créé, c'est des buffeurs comme pas possible. Ouais. Que ce soit à l'image, au son, à la programmation, à l'animation. Ils ont travaillé comme des démons pour vous dire après aux musiciens, amusez-vous. Nous, on s'occupe de tout. Donc ça donne une liberté. C'est ce que Yannick dit aussi dans le film. À un moment, il dit, c'est tout simple, mais moi, quand j'arrive à Taratata, je sais que mon son sera bon. Et pour un musicien et un chanteur, savoir ça, se dire qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus, c'est une libération pas possible. C'est pareil, Sheeran nous parle aussi de la liberté en disant, moi je vis dans le monde anglo-saxon où on me demande des morceaux des fois de 2 minutes ou même d'1 minute parce qu'on sait que ça va être trop court. Là, quand la première émission la première télé française qui fait dans Taratata, Nagui lui dit si ton morceau fait 7 minutes, il fera 7 minutes. Voilà, c'est des gens, ils n'ont pas l'habitude au début, mais finalement, Ed Sheeran, s'il revient depuis, à chaque fois qu'il passe en France, il a besoin de rien pour sa promotion, c'est parce que c'est un terrain de jeu de liberté là, j'ai découvert en interviewant vraiment tous les musiciens qui ont accès, les chanteurs qui ont accepté de répondre. C'est rare, c'est unique en France, mais j'ai l'impression que c'est unique mondialement, quoi, d'avoir une liberté aussi forte que celle-là. Il a reçu toutes les stars internationales de David Bowie, enfin il y a une liste incroyable. Moi je voulais savoir si il y avait quelqu'un qui avait demandé à jouer que sur ce piano ou avoir tel instrument. Quels sont les caprices qui vous ont amusé le plus en montant ce documentaire? Alors c'est pas des caprices parce qu'en fait des exigences. Alors on va le tourner d'une façon positive. Oui, bien sûr, mais c'est que quand on pénètre en fait l'esprit de ces musiciens, on comprend. C'est-à-dire que les guitaristes jouent sur leur guitare. C'est-à-dire que Taratata fournit finalement le jeu, les câbles et la technique, mais les musiciens viennent évidemment avec leur matériel. Il y a des guitaristes qui jouent uniquement sur leur guitare. Lavilliers, qui est un dingue de guitare, ne joue que sur sa guitare. Il y a même, en fait, c'est ça aussi qui permet la force de Taratata au fil des ans. C'est pas forcément des exigences musicales, mais par exemple, Coldplay, la dernière fois qu'ils sont venus en France, ils sont venus avec le décorum qu'on pouvait retrouver après sur leur tournée. Donc il a fallu péter le plateau d'une certaine façon, donc pousser les murs pour qu'ils puissent mettre leur installation et travailler de concert avec la lumière de Jean-Philippe Bourdon. Donc c'est cette liberté-là. C'est-à-dire que quand Coldplay dit bah ouais, mais nous on a une signalétique de notre tournée mondiale, on aimerait pouvoir la faire. Un plateau où on leur dit venez, pas de souci, on vous suivra, on s'adaptera. Donc c'est pas une exigence, c'est une façon de. Un écrivain adore écrire avec son stylo plume et les musiciens
musiciens, ils adorent jouer avec leurs instruments. Ouais. Et en tout cas, le doc est d'une richesse incroyable. On a des réactions de nos auditeurs. Camille nous dit Taratata aurait dû être une émission en première partie. Mon fils de 17 ans découvre seulement et il a halluciné des chanteurs en duo qu'il y a eu dans ces émissions. Et effectivement, et le fait que voilà, il chante en live. Elle nous dit j'aurais bien vu Maria Carré chanter avec Benjamin Biolay. Oui, pourquoi pas. Il y a eu des duos assez. Pourquoi pas. Il faut en parler à Nagui. Voilà, il y a eu des duos assez improbables. D'autres nous disent pour moi le meilleur moment c'est Chaka Punk. Vous, pourquoi c'est quoi votre meilleur moment? Difficile, hein, dans ces. Ouais. C'est compliqué tellement je me suis plongé dans. Mais c'est vrai. En fait, les moments qui marchent, c'est les moments où on voit qu'il y a de la création. Donc effectivement, c'est ce que Chaka Punk raconte dans le doc. C'est-à-dire c'est un groupe de rock qui reprend du Nirvana, tout le monde se dit d'accord, pourquoi? Mais tout d'un coup, quand c'est avec les sœurs Berthollet et une section classique, quand c'est avec une chorale gospel et que tout est éclairé pour laisser place à cette création, voilà, forcément, on n'en revient pas. Et puis après, moi, j'étais comme un gamin. J'imagine. Quand j'ai revu toutes les stars internationales, c'est incroyable. C'est juste dinguissime. Alors oui, non, mais c'est vrai qu'il a tout le monde est passé. À un moment, on a retrouvé un plateau d'Adèle où c'est Adèle qui dit attendez, j'ai vu qui était venu dans cette émission. Et merci de m'accueillir. Donc voilà, on en arrive à des choses qui sont. C'est un peu le monde à l'envers, quoi. Et c'est donc vendredi soir, 22h45, Taratata l'histoire, ce doc passionnant et encore une fois jubilatoire parce qu'on voit des chanteurs. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Allez-y. Et puis le replay du concert des 30 ans, exceptionnel à voir également en replay. Vous mettez ça le soir de Noël chez vous, ça fonctionne très bien. On s'excuse pour le son, parce qu'on avait une liaison un peu compliquée. Il faut acheter un nouveau portable pour Noël, Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste Bussière d'avoir été avec nous et bravo pour ce boulot. Et nous on a notre gagnant ou notre gagnante. C'est un gagnant, c'est une gagnante, c'est un gagnant, c'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Vous avez gagné, vous nous appelez d'où? De Toulouse. De Toulouse. Voilà, vous allez faire Noël où, avec qui? Je suis curieuse. Je vais le faire chez mes parents à Paris. À Paris, vous n'avez pas de chance, vous auriez resté à Toulouse. Alors, il pleut ici aussi. Pardon? Il pleut ici aussi. Ah bon, non, ça va, il fait un peu frais, mais ça va. Alors, on va découvrir votre cadeau. Et alors, vous avez gagné un coffret de 4 couteaux de la gamme iconique 9.47. C'est fabriqué par l'atelier français Perceval. Donc, ce sont des couteaux assez exceptionnels. Voilà, c'est très très beau. Vous pouvez aller sur couteau.com pour découvrir ce très beau cadeau. Vous allez le garder ou l'offrir à vos parents? Non, je vais la garder. Très bien, vous avez raison, ils ne nous écoutent pas, donc merci de votre fidélité, Romain. Passez de très bonnes fêtes. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Et on vous rappelle que le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est toute la journée, toutes les heures sur Sud Radio, dans toutes les émissions, pour gagner des cadeaux jusqu'au 25 décembre. Tout de suite, les débats.